Je n'ai pas discuté quand mon fils a dit que tout serait à lui. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste souri avec cette même expression condescendante que je lui connaissais depuis qu'il était enfant. Le testament de sa mère, a-t-il dit, n'était qu'une formalité. Il avait déjà décidé que j'étais oublié, effacé, indigne. Mais une phrase dans la voix de l'avocat a renversé la pièce. Non pas parce que tout a changé, mais parce que quelqu'un s'est souvenu de qui, dans cette famille, avait un jour construit non seulement les maisons, mais les fondations mêmes de ce qu'ils appelaient leur vie. Si cette histoire a touché votre âme, cliquez sur « S'abonner » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Harold Kent. J'avais 72 ans le jour où j'ai enterré ma femme. Pendant 37 ans, j'ai travaillé comme monteur de ligne pour la compagnie d'électricité du Minnesota. Le travail m'a laissé le dos endolori, les doigts calleux, et l'ouïe quelque peu émoussée après des décennies à travailler près de transformateurs bourdonnants et de lignes à haute tension crépitantes. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé au silence qui a suivi sa mort. Le matin des funérailles, j'ai boutonné ma chemise dans la chambre que nous partagions depuis 1985. Son côté du placard était encore plein, des pulls en laine, des chemisiers en lin, une robe rouge qu'elle n'a jamais portée mais ne pouvait pas jeter. J'avais tout laissé en place. Je ne sais pas si c'était par respect ou par peur. Peut-être les deux. L'oreiller gardait encore la courbe de sa tête, et je n'avais pas défait le lit de son côté depuis la nuit où l'ambulance l'a emmené. Ce matin-là, j'ai évité de le regarder. L'air extérieur portait une âpreté que je n'avais pas ressentie depuis des années, non seulement parce que l'automne était arrivé tôt, mais parce qu'il tranchait à travers l'engourdissement que j'avais porté comme une armure. Le fourgon funéraire avait amené le cercueil au petit cimetière de l'église que nous avions choisi ensemble il y a des années. Il se trouvait sur une petite colline à l'extérieur de la ville, entouré de chênes et de calme, et je le considérais comme un endroit paisible pour un étranger. Maintenant, c'était le sien. Maintenant, c'était le mien. Je me tenais sous un ciel vidé de toutes couleurs. Il n'y avait pas de soleil, pas d'ombre, juste une nappe grise plate qui pressait tout vers le bas. Mes bottes s'enfonçaient dans le sol mou à côté de sa tombe. Je me sentais à la fois enraciné et à la dérive. Des gens s'étaient rassemblés, bien sûr, des voisins, quelques-unes de ses amies du club de lecture, 2 femmes de l'épicerie avec qui elle discutait de coupons. Un des gars de mon ancienne équipe est venu avec sa femme, tous deux vêtus d'un noir qui semblait neuf. Ils ont fait de petits hochements de tête, du genre que les gens font quand ils ne savent pas quoi dire et sentent que les mots pourraient faire plus de mal que de bien. J'ai répondu de même. Mais mon fils, Alan, n'était pas là. Le siège à côté de moi sur la chaise pliante sous l'auvent est resté vide. Le vent tirait sur les coins de la bâche verte et une petite couronne est tombée de côté sur l'herbe. Je n'ai pas bougé pour la redresser. J'ai gardé les mains jointes sur ma canne. Mes yeux n'ont pas quitté le cercueil et j'ai à peine entendu la voix du pasteur. Des mots sur la paix, l'amour, la foi. Des mots qui semblaient sortir d'une carte de vœux, pas au pied d'une tombe. J'avais essayé d'appeler Alan la veille. Juste une fois. La ligne a sonné 4 fois, puis est passée à la messagerie vocale. Je n'ai pas laissé de message. Je me suis dit que s'il prévoyait de venir, il serait là. Et s'il ne le faisait pas, aucun mot ne changerait cela. Mais même alors, une partie têtue de moi s'accrochait à l'espoir qu'il apparaîtrait à la dernière minute, essoufflé, avec du regret dans les yeux. Que peut-être, juste peut-être, il avait encore en lui le souvenir de ses origines.
Au lieu de cela, il a envoyé un texto ce matin-là. « Je ne peux pas venir. C'est l'anniversaire de Nicole. J'espère que ça se passera bien. J'espère que ça se passera bien. » J'ai fixé ces 5 mots jusqu'à ce que l'écran du téléphone s'éteigne dans ma main. Puis je l'ai complètement éteint et je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Je n'ai pas répondu. Il ne restait rien à dire qui ne briserait pas quelque chose. La cérémonie s'est terminée rapidement. Le cercueil a descendu lentement, comme un adieu réticent. Les gens se sont éloignés par petits groupes, chuchotant les mêmes condoléances douces qu'ils avaient chuchotées à tous les autres enterrements auxquels ils avaient assisté. Je les ai laissés partir. Je n'ai pas serré de main. Je n'ai pas souri. J'ai attendu que les fossoyeurs commencent à pelleter la première couche de terre sur le bois poli. Ce son, la terre frappant le dessus d'un cercueil, n'est pas quelque chose que l'on oublie. C'est final. C'est cruel dans sa simplicité. Aucun hymne, aucune prière, aucun arrangement floral ne l'adoucit. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au bord de la tombe, mes bottes s'enfonçant à nouveau dans le sol humide. J'ai baissé les yeux et un instant, je ne pouvais pas la voir. Je ne pouvais voir que les années, toutes les années que nous avions construites ensemble, compressées dans cet unique espace, cette unique boîte, ce terrible moment de clôture. Elle s'appelait Margaret. Nous nous sommes rencontrés en 1972 dans une station-service où je remplaçais un transformateur défectueux et où elle se disputait avec le commis sur le prix des essuie-glaces. J'aimais son feu. Elle ne l'a jamais perdu, pas même à la fin, quand son corps a lâché, mais que ses yeux sont restés vifs. C'était le genre de femme qui faisait d'un foyer n'importe quoi. Un appartement, une caravane, une maison délabrée avec des fenêtres qui fuyaient, et des marches qui grinçaient. Elle faisait de la soupe quand j'avais la grippe, payait les factures quand j'oubliais, et me tenait la main quand j'ai été licencié en 92. Elle était ma mémoire, mon miroir, ma voix quand la mienne se brisait. Et elle était partie. Alors que la dernière pelletée de terre recouvrait le cercueil descendu, je me suis accroupi et j'ai touché l'herbe près du bord. Elle était humide, froide, indifférente. J'ai laissé ma main reposer là un moment, puis je me suis levé et je suis parti sans me retourner. Il n'y en avait pas besoin. Ce qui importait avait déjà été enterré plus profondément que 6 pieds sous terre. De retour à la voiture, je suis resté longtemps assis au volant sans démarrer le moteur. Le pare-brise s'est embué de ma respiration. Le programme des funérailles était plié sur le siège passager, son nom imprimé en lettres dorées sur le devant. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne voulais pas voir les dates. Les dates transforment les gens en mathématiques. Elle méritait plus que ça. Alan s'asseyait sur ce siège passager. Je me souvenais de ses jambes pendantes au-dessus des tapis de sol, se balançant d'avant en arrière. Il me demandait quand nous nous arrêterions pour des milkshakes. Il parlait de dinosaures, puis d'espace, puis de football, puis de filles. Je l'ai conduit à l'école, à l'université, à son premier entretien d'embauche. Et maintenant, le jour où sa mère était enterrée, le siège était vide. Non seulement vide, mais abandonné. J'ai mis la clé dans le contact et je l'ai tourné, mais je n'ai pas démarré tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé le cimetière de derrière la vitre embuée. Le vent faisait bouger les arbres en arcs lents et fatigués, comme s'ils pleuraient, eux aussi. Je suis resté assis dans ce silence, et dans ce silence, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il y a des pertes auxquelles on s'attend, accidents, maladies, vieillesse. On s'y prépare, même quand elles arrivent trop tôt. Mais la perte de quelqu'un qui est encore en vie, qui choisit de ne pas se tenir à vos côtés dans le deuil,
Cette perte ne laisse aucune tombe à visiter, aucune pierre à toucher. Elle vous vide simplement et continue de vous vider, jusqu'à ce que vous ne soyez plus sûr qu'il reste quelque chose à enlever. Quand je suis finalement parti, je n'ai pas allumé la radio. Je ne me suis pas arrêté pour un café. Je n'ai même pas pleuré. J'ai juste continué à conduire, 1 kilomètre à la fois, avec le silence à côté de moi comme un passager qui n'avait aucune intention de partir de sitôt. La maison n'avait pas changé de manière évidente, mais tout à l'intérieur semblait déplacé. La porte d'entrée grinçait de la même manière, et le tapis du couloir se recourbait au même coin où j'avais trébuché pendant des années. La lampe du hall projetait toujours sa lumière jaunâtre trop faible, et l'odeur de cèdre et de vieux papier persistait dans l'air, comme toujours après une pluie d'automne. Mais entrer, c'était comme entrer dans une photographie, plate, délavée et douloureusement immobile. J'ai laissé mon manteau sur le porte-manteau et mes chaussures près du paillasson, plus par habitude que par nécessité. Le salon attendait au bout du couloir et, en me tournant vers lui, j'ai senti un serrement dans ma poitrine, non pas vif comme une crise cardiaque, mais lent et diffus, comme de la glace sous la peau. Là, près de la fenêtre, se trouvait le fauteuil. C'était du cuir marron, usé et doux par des années d'utilisation, avec un plaid délavé drapé sur le dossier et un coussin qui s'affaissait légèrement d'un côté. Ce n'était pas un meuble cher. Margaret l'avait acheté dans une brocante pendant un hiver où l'argent était rare et où Alan venait de commencer l'école. Elle avait plaisanté en disant qu'il avait du caractère et que les éraflures sur l'accoudoir lui donnaient un air distingué. Avec le temps, c'est devenu son fauteuil. Personne d'autre ne s'y est jamais vraiment assis. C'est là qu'elle lisait le journal le matin, qu'elle tricotait des écharpes qu'elle finissait rarement, qu'elle pliait le linge en fredonnant des chansons d'une autre génération. Au cours de la dernière année de sa maladie, c'est devenu le seul endroit où elle trouvait du réconfort, un petit coin de paix dans un corps qui ne coopérait plus. J'avais ajusté la lampe de sol à côté, lui avais apporté du thé, ses pilules, et parfois juste le silence. Ce fauteuil avait été témoin de l'érosion silencieuse de ses forces d'une manière qu'aucun lit d'hôpital n'aurait pu le faire. Et maintenant, il était vide. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas si je devais traverser la pièce. Il y avait quelque chose dans la façon dont le coussin gardait la légère mémoire de son poids qui me donnait l'impression que s'approcher perturberait un espace sacré. Le soleil filtrait à travers les stores en bandes étroites, attrapant la poussière dans l'air, et j'ai pensé à la façon dont elle me grondait de laisser les fenêtres sales trop longtemps. Elle remarquait toujours des choses comme ça. Moi, rarement. En face du fauteuil se trouvait le canapé. C'est là qu'Alan s'étalait quand il venait. La télécommande dans une main, le téléphone dans l'autre, les jambes jetées sur le côté comme s'il était chez lui. Je le voyais encore là, à 13 ans, boudant parce que nous l'avions obligé à éteindre la télévision et à aller se coucher. Je le voyais là à 25 ans, grandi mais pas mûr, parlant trop fort de ses projets et trop peu des personnes qui les rendaient possibles. La dernière fois qu'il est venu, il y a des mois, peut-être plus, il s'est assis à cet endroit même, envoyant des SMS pendant le dîner, faisant semblant de ne pas entendre sa mère quand elle lui posait des questions sur son travail. Elle l'avait regardé comme si elle cherchait quelqu'un en lui, quelqu'un dont elle se souvenait. Je n'ai pas beaucoup parlé alors. J'avais déjà appris que dire les choses ne signifiait pas toujours qu'elles étaient entendues. Maintenant, son absence résonnait plus fort que n'importe quelle voix. Je suis entré dans la pièce et je me suis assis sur le bord de la table basse, face au fauteuil.
Mes genoux ont craqué en m'asseyant. J'ai joint les mains et j'ai regardé le coussin, m'attendant à ce qu'il bouge, d'une manière ou d'une autre, juste un peu. Mais il ne l'a pas fait. Le silence dans la pièce était absolu, du genre qui semble vivant et à l'écoute. La cheminée contenait une petite rangée de photographies. Alan bébé, le visage rouge et criant. Alan en petite ligue tenant une batte comme une épée. Margaret dans la cuisine, de la farine sur le nez, souriant à l'appareil photo comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Nous au lac en 1989. Nous au Grand Canyon en 97. Nous. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où nous nous sommes tous assis dans cette pièce ensemble sans malaise. Non pas seulement physiquement présents, mais vraiment ensemble, sans distraction, sans froideur, sans distance déguisée en civilité. Je n'ai pas trouvé le souvenir. Il était soit trop loin, soit il n'avait jamais vraiment existé. Je me suis penché en avant et j'ai posé mes coudes sur mes cuisses. Mes doigts étaient raides à cause du froid. Le chauffage ne s'était pas encore mis en marche et je n'avais pas pris la peine de régler le thermostat. Il ne semblait pas y avoir beaucoup d'intérêt. La maison pouvait rester froide pour l'instant. Du fauteuil, Margaret lisait parfois à voix haute. Les gros titres des journaux, des extraits de livres, même le dos des boîtes de céréales. Elle avait une voix qui pouvait rendre n'importe quoi poétique. Je pensais que je ne l'appréciais pas assez. J'avais probablement raison. La télécommande de la télévision était sur la table d'appoint, intacte. Ses lunettes étaient toujours là aussi, pliées proprement, les verres tachés d'empreintes digitales qu'elle ne nettoyait jamais correctement. Je les ai prises et je les ai tenues un moment, les branches se pliant légèrement sous ma prise. Puis je les ai remises, exactement là où elles étaient. Je n'étais pas encore prêt à déplacer quoi que ce soit. Le pire, ce n'était pas qu'elle soit partie. C'était que personne d'autre ne semblait sentir la taille du vide qu'elle avait laissé. Alan n'avait pas appelé, pas une seule fois, ni après les funérailles, ni avant, et certainement pas pendant. Sa femme avait posté des photos en ligne du gâteau d'anniversaire de leur enfant. Glaçage rose, décoration de dessins animés, des sourires partout. Je les avais vus par hasard quand ma nièce m'avait montré son téléphone à la réception. Elle pensait que je voudrais voir à quel point ma petite fille avait grandi. J'ai hoché la tête et j'ai fait semblant de sourire. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le fauteuil. Le fauteuil où Margaret aurait dû s'asseoir ce jour-là, si la vie avait été juste. Le fauteuil où Alan aurait dû regarder et se souvenir de qui l'avait bercé à travers les fièvres et la peur, qui avait cousu les patchs sur ses jeans et applaudi à chaque pièce de théâtre de l'école. Le fauteuil qui aurait dû contenir plus que le silence. Au lieu de cela, il se tenait seul, intact. Un monument à ce qui avait été ignoré. Au fil de la journée, la lumière a changé. Des ombres s'étiraient sur le sol, fines et délibérées. Je suis resté dans la pièce plus longtemps que prévu. Je n'ai allumé aucune lampe. Je n'ai pas fermé les rideaux. Je suis juste resté assis et j'ai regardé le fauteuil, comme si j'attendais que quelque chose se passe. Un scintillement. Un soupir. Un murmure. N'importe quoi. Mais la maison est restée immobile. Je me suis finalement levé, les articulations se plaignant, et j'ai quitté la pièce sans toucher à rien. Le fauteuil est resté derrière, silencieux et fier, dernier témoin de tout ce que j'avais eu et de tout ce que je n'avais plus. Quand j'ai fermé la porte d'entrée derrière moi cet après-midi-là, le son du loquet a résonné trop longtemps. Il a rebondi sur les murs, a glissé sous les plinthes et s'est installé dans les fissures entre les lattes du plancher où vivait le vieux bruit. Après cela, il n'y a plus eu rien.
juste une immobilité si profonde qu'elle ressemblait à une pression sur la peau. Je suis resté dans l'entrée quelques secondes, tenant mes clés trop fermement, ne sachant pas où aller ensuite. Il n'y avait pas d'urgence, pas de voix appelant d'une autre pièce, pas d'odeur de dîner qui chauffe sur la cuisinière. La maison attendait comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois, elle n'attendait personne. L'air avait cette pointe de renfermé qui s'infiltre après qu'un endroit a été laissé seul trop longtemps. Ni nauséabond, ni aigre, juste plat, comme du carton. Je n'ai pas ouvert de fenêtre. Je n'avais pas besoin d'air frais. J'avais besoin que le temps ralentisse, ou peut-être s'arrête complètement. J'ai posé les clés dans le plat en céramique près de la porte. Margaret l'avait acheté dans une foire artisanale il y a des décennies. Il avait un éclat sur un bord qu'elle disait lui donner du caractère. J'ai toujours pensé que ça lui donnait un air cassé. Maintenant, je réalisais que c'était les deux. Le salon, encore sombre à cause des rideaux tirés, n'offrait aucun accueil. Le canapé, avec ses coussins bosselés et son plaid qui n'allait jamais vraiment avec rien d'autre dans la pièce, était intact. La table basse portait encore les faibles cercles blancs des tasses de thé, posées sans sous-verre. J'avais un jour essayé de les enlever avec du vinaigre et du bicarbonate de soude, mais Margaret avait ri et m'avait dit de les laisser. Des signes de vie, les appelait-elle. Maintenant, ils ressemblaient juste à des taches. J'ai traversé lentement le couloir, passant mes doigts le long du mur. La peinture s'était ternie par endroits où nos mains s'étaient trop souvent attardées. Près du thermostat, près de la buanderie, autour de l'arche menant à la cuisine, de petits motifs d'usure qui cartographiaient les habitudes d'une vie maintenant en pause. La cuisine était la plus difficile. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, réticent à entrer. La tasse était toujours là, à côté de l'évier. Sa tasse, bleu pâle avec une petite fissure à l'intérieur qu'elle ignorait toujours. Elle y buvait son thé du matin tous les jours, assise près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Parfois, elle fredonnait doucement pendant que l'eau bouillait. Elle ne se pressait jamais pour le petit déjeuner. Elle croyait qu'il fallait commencer la journée lentement, doucement. Je la taquinais à ce sujet. Maintenant, j'aurais donné n'importe quoi pour entendre ce léger fredonnement une seule fois. Je me suis approché et j'ai touché l'anse de la tasse. Elle était plus froide que je ne l'attendais, comme pour me rappeler que sa propriétaire ne l'avait pas tenue depuis longtemps. Je ne l'ai pas déplacée. Je l'ai laissée exactement là où elle était. Certains objets deviennent des ancres, d'autres des fantômes. Cette tasse était devenue les deux. La bouilloire était intacte sur la cuisinière. À côté, un pot de miel à moitié plein avec une cuillère toujours posée à côté. La dernière fois qu'elle l'a utilisé, elle toussait. Je me souviens l'avoir regardé remuer le miel dans son thé avec des tours lents et délibérés, comme si la douceur pouvait calmer ce que les médicaments ne pouvaient pas. Elle ne m'avait pas regardé alors. Elle dérivait déjà vers l'intérieur. Je ne l'ai pas arrêtée. J'ai ouvert le réfrigérateur sans savoir pourquoi. La lumière a vacillé et a baigné les étagères d'un bleu artificiel. Des restes étaient dans des récipients qu'elle avait étiquetés de son écriture soignée. J'ai vu une note sur un pot de beurre, pour la soupe de jeudi. Elle n'est pas arrivée à jeudi. J'ai refermé la porte trop rapidement, la succion provoquant un autre écho dans la pièce. Ça ressemblait à une inspiration retenue. J'ai erré dans le reste de la maison sans destination précise. Chaque pièce portait ses empreintes. Une écharpe drapée sur la rampe. Un livre de poche à la tranche cassée à côté du lit.
des chaussures bien alignées dans le placard, comme si elles attendaient leur tour. Je n'ai rien touché. J'ai juste regardé. Notre chambre était sombre. Les stores étaient fermés et la lampe de son côté du lit n'avait pas été allumée depuis des semaines. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai regardé la commode. Sa boîte à bijoux était ouverte, le velours à l'intérieur intact. Une paire de boucles d'oreilles était à côté, celle qu'elle avait l'intention de réparer. Je me suis souvenu du jour où elle avait remarqué que le fermoir était cassé. Elle les avait posés là et avait dit qu'elle s'en occuperait bientôt. Bientôt avait disparu. Sur sa table de chevet se trouvait une pile de cartes de bon rétablissement, certaines de voisins, certaines d'amis qu'elle n'avait pas vues depuis des années. J'en ai pris une et j'ai lu le message à l'intérieur. Des mots d'espoir, de prière, de force, tous écrits avec de bonnes intentions, tous maintenant sans pertinence. L'espoir ne peut pas dépasser le temps. Les prières ne peuvent pas inverser la biologie. Et la force ne gagne pas toujours. J'ai remis la carte et j'ai éteint la lampe, même si elle était déjà éteinte. Une habitude, quelque chose à faire de mes mains. De retour dans le couloir, je me suis arrêté près de la porte de l'ancienne chambre d'Alan. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. J'ai tendu la main vers la poignée, j'ai hésité, puis je me suis retiré. Je n'avais pas besoin de voir le passé aujourd'hui. Le présent était assez lourd. Le silence n'était pas une couverture, c'était un poids. Il n'apaisait pas. Il pesait, pressant les souvenirs dans les coins des murs et s'enroulant autour des lattes du plancher. Il avait un rythme cependant, une sorte de pouls, comme si la maison respirait juste en décalage avec moi. Chaque craquement de bois, chaque tic-tac du vieux thermostat semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Le genre de silence qui amplifie le regret. Je suis retourné à la cuisine et je me suis tenu au centre, regardant autour de moi comme un étranger la voyant pour la première fois. Le calendrier sur le réfrigérateur marquait toujours des rendez-vous qu'elle ne tiendrait jamais. Visite chez le médecin, l'anniversaire d'un cousin, un rappel chez le dentiste dont nous faisions tous les deux semblant de ne pas nous soucier. J'ai trouvé un stylo sur le comptoir et j'ai barré la date. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne rendait rien réel, mais c'était comme une reconnaissance. Quand la nuit est tombée, je n'ai pas allumé beaucoup de lumière. Juste une dans le couloir et une au-dessus de l'évier. Le genre de lumière qui ne prétend pas chasser l'obscurité, mais qui s'assoit tranquillement avec elle. J'ai fait bouillir de l'eau par routine et j'ai préparé du thé, mais je ne l'ai pas bu. J'ai laissé la tasse à côté de la sienne, intacte. Avant de me coucher, je me suis de nouveau assis dans le salon, fixant le fauteuil vide. Le silence m'a suivi là aussi, mais maintenant il s'était adouci. Non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que ma résistance s'était estompée. J'ai réalisé que le silence n'est pas toujours l'absence. Parfois, c'est la mémoire. Parfois, c'est la seule chose qui reste quand tout le reste est parti. J'ai éteint la lampe et je me suis assis dans le noir. Non pas pour me cacher, non pas pour pleurer, mais pour écouter. Et la maison, bien que vide, a murmuré à sa manière silencieuse. Non pas avec des réponses, juste avec de la présence. Et pour ce moment, c'était suffisant. Ce matin-là, je me suis assis dans le bureau avec une tasse de café déjà froide et une couverture drapée sur mes genoux. Le ciel extérieur était du genre à ne rien promettre, ni tempête, ni soleil, juste une étendue grise terne qui reflétait l'air dans ma poitrine. La maison était silencieuse depuis des heures, à l'exception du craquement occasionnel des plaintes, s'ajustant au changement de température. Je n'avais pas allumé la radio.
Je n'avais pas allumé la télévision. Je suis juste resté assis là, fixant le bord du tapis et laissant la lente rivière de la mémoire m'emporter. Alan avait été un bébé calme. Pas maladif, pas difficile, juste calme, observateur. Il me regardait avec ses yeux sombres et sérieux qui le faisaient apparaître plus âgé qu'il ne l'était. Margaret disait qu'il avait une vieille âme. Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque. Je pensais qu'elle était juste poétique. Mais le garçon pleurait rarement. Il étudiait les visages comme s'il les mémorisait. Il a appris à marcher tard mais a couru vite quand il l'a finalement fait. Je me souviens l'avoir tenu pour la première fois. Son corps entier tenait dans le creux de mon bras, pas plus lourd qu'une miche de pain. J'avais regardé son visage pendant ce qui m'a semblé être des heures, stupéfait par son apparence à la fois familière et étrangère. Ses doigts se sont enroulés autour de mon pouce, et cette seule prise a tout recablé ce que je pensais savoir sur la force. À ce moment-là, je croyais que la paternité serait simple, instinctive, mais ce n'était pas le cas. Pas du tout. Quand il avait 5 ans, je lui ai construit une cabane dans les arbres dans le jardin. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques planches clouées ensemble, une échelle que j'avais mal mesurée la première fois, et une balançoire en corde qui n'était jamais tout à fait droite. Mais pour lui, c'était une forteresse, un royaume. Il y passait des heures, parlant tout seul, lisant parfois, regardant simplement les oiseaux. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine et je le regardais, essayant de voir ce qu'il voyait. Il avait un monde dans sa tête dans lequel je n'étais jamais tout à fait autorisé à entrer. Même alors, le fossé entre nous avait une forme. Il adorait les dinosaures. Non pas de la manière dont les enfants traversent des phases, mais avec l'intensité de quelqu'un qui avait besoin de tout savoir. Il pouvait tous les nommer, Tricératops, Stégosaure, Diplodocus, bien avant de savoir faire ses lacets. Nous lisions des livres d'images ensemble, et il me corrigeait si je prononçais mal quelque chose. Il avait un petit T-Rex vert qui l'emportait partout, même au lit. Une fois, nous l'avons oublié dans une épicerie par accident, et il a pleuré pendant 1 heure jusqu'à ce que je retourne le chercher. Il était assis sur le comptoir du service client comme s'il nous attendait. C'étaient les bonnes années. Les années dorées, je suppose. Avant que l'adolescence ne construise des murs. Avant que les opinions ne se transforment en disputes. Avant que son monde ne commence à se remplir de gens qui n'étaient pas nous. Je me souviens de la nuit où il s'est cassé le bras en tombant de son vélo. Margaret était sortie faire des courses, et c'est moi qui l'ai relevé du trottoir, son visage pâle et ses lèvres tremblantes, mais sans pleurer. Il n'a pas versé une seule larme jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital, et même alors, ce n'en était qu'une. Il était courageux. Il l'a toujours été. Je lui ai tenu la main pendant les radiographies, et je lui ai promis que tout irait bien. Et ce fut le cas, pour la plupart. Mais cette nuit-là, après notre retour, je me suis assis à côté de son lit bien après qu'il se soit endormi, me demandant pourquoi je me sentais si impuissant. Quand il avait 11 ans, nous avons construit un nichoir ensemble. C'était pour un projet scolaire, mais il a insisté pour en faire la majeure partie lui-même. Il a martelé avec plus d'enthousiasme que de compétence, et j'ai fini par poncer les bords après qu'il soit allé se coucher. Il l'a peint en jaune vif et l'a mis sur le poteau de la clôture près du jardin. Les oiseaux ne sont jamais venus, pas une seule fois, mais il le vérifiait tous les matins quand même, plein d'espoir. J'ai gardé ce nichoir dans le hangar après que nous l'ayons enlevé. La peinture s'était estompée. Le bois s'était déformé, mais je ne l'avais pas jeté.
Peu importait si aucun oiseau n'était jamais venu. Ce qui importait, c'est qu'il l'avait construit, que nous l'avions fait ensemble. Il y a eu un été, il devait avoir 13 ans, où nous allions à la pêche tous les week-ends. Il n'était pas particulièrement intéressé par les poissons. Il aimait le calme. Ou peut-être qu'il aimait juste l'idée d'être sur l'eau, sans personne pour lui dire quoi faire. Nous emportions des sandwichs et des sodas, et nous allions au lac, et il s'asseyait au bord du quai, les jambes pendantes, lançant la ligne et parlant de rien en particulier. Je pensais que c'étaient les moments dont je me souviendrais pour toujours. Et j'avais raison. Ils ne m'ont jamais quitté. Il est devenu plus grand que moi à 16 ans. Il a commencé à se raser à 17. Il a eu son permis et n'a plus eu besoin qu'on le conduise. À un moment donné, il a cessé de me dire les choses. Non pas de manière cruelle, juste de cette manière dont le font les fils, tranquillement, comme une porte qui se ferme doucement, au milieu de la nuit. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. C'est arrivé par morceaux. Un dîner sauté, un appel sans réponse, une fête où il est arrivé en retard et est parti tôt. Je me souviens de la fois où il m'a demandé de l'aide pour ses impôts. C'était l'une des dernières fois qu'il a demandé quelque chose qui n'était pas de l'argent. Je me suis assis avec lui à la table de la salle à manger, expliquant les formulaires, montrant les chiffres, et il hochait la tête comme s'il écoutait mais m'entendait à peine. Son téléphone a vibré 2 fois, et il a envoyé des SMS d'une main tout en faisant semblant de s'intéresser. Je voulais croire qu'il avait besoin de moi, mais je pense qu'il avait juste besoin que ce soit fait. Il riait plus. Enfant, son rire était soudain et explosif, comme une surprise. Le genre de rire qui secouait tout son corps et faisait rire tout le monde, qu'il comprenne la blague ou non. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que je l'ai entendu. Je n'ai pas pu. Quelque part en cours de route, son rire a changé. Il est devenu plus silencieux, mesuré, quelque chose de partagé avec d'autres, mais pas avec moi. Assis dans cette pièce, j'ai réalisé que j'avais passé des années à m'accrocher à des instantanés de lui, des fragments, des flashs. Non pas l'homme qu'il était devenu, mais le garçon qu'il avait été. Le garçon qui me demandait comment fonctionnaient les nuages. Le garçon qui m'avait un jour dit qu'il voulait être le gars qui répare les ponts. Le garçon qui a pleuré quand son poisson rouge est mort et qui a fait une petite croix avec des cure-dents pour l'enterrer dans le jardin. Je gardais tout cela en moi, et rien de tout cela ne semblait plus vivre en lui. J'ai attrapé l'album photo sur l'étagère, le vieux avec les coins qui se décollent et le dos craquelé. Je l'ai feuilleté lentement, chaque page épaisse d'années. Le voilà, assis sur les genoux de Margaret. Le voilà à la plage, m'enterrant les jambes dans le sable. Le voilà dans un costume d'Halloween que nous avions fait avec du carton et du ruban adhésif, souriant, tendant la main, appartenant. J'ai refermé l'album et je l'ai remis à sa place. Je n'avais pas besoin d'en voir plus, j'avais besoin de moins comprendre. J'avais besoin d'arrêter de prétendre que le temps pouvait être inversé en se souvenant assez fort. Le silence dans la maison ne se moquait pas de moi. Il ne me réconfortait pas non plus. Il existait simplement, comme l'ombre d'un enfant qui courait autrefois dans le couloir en criant mon nom. Et je suis resté assis là, n'attendant pas d'écho, mais écoutant quand même. Parce que parfois, ce souvenir est tout ce qu'il reste à un père. J'avais dû m'endormir dans le fauteuil, un livre ouvert posé sur ma poitrine, ses pages légèrement courbées comme si elles avaient expiré avec moi. Le ciel extérieur avait pris la couleur d'un fruit meurtri, et le salon brillait de cette teinte dorée et basse
qui n'apparaissait que lors des fins d'après-midi d'hiver. J'ai cligné des yeux lentement, alors que le silence de la maison se réassemblait autour de moi, se réinstallant dans les coins qu'il avait occupés toute la journée. Le livre était un de ceux que Margaret aimait, un roman tranquille sur de vieilles choses et des hommes silencieux. Je l'avais pris parce que ça me semblait être quelque chose que je devais faire, comme essuyer les comptoirs de la cuisine ou vérifier le courrier. Les mots n'avaient pas tenu. Je ne pouvais me souvenir d'aucune phrase que j'avais lue. Mon esprit dérivait trop maintenant. Il glissait entre la mémoire et le présent, refusant de rester ancré. Je ne luttais pas. Puis le téléphone a sonné. La netteté du son a tranché l'immobilité comme une lame. Il m'a surpris si complètement que j'ai failli laisser tomber le livre. Mon cœur, terne et lent pendant la majeure partie de la journée, a cogné fort contre mes côtes. Je me suis redressé, essayant de me débarrasser de la brume du demi-sommeil, et j'ai regardé vers le téléphone sur le mur de la cuisine. Personne n'appelait plus. Pas vraiment. Quelques amis de l'église avaient appelé dans les jours qui ont suivi les funérailles, laissant des messages à voix douce pleins de réconfort et de versets bibliques. Une voisine avait appelé pour offrir une casserole, mais tout cela s'était tu, comme toujours. Le deuil, après tout, est un invité que tout le monde tolère jusqu'à ce qu'il prolonge sa visite. J'ai laissé le téléphone sonner 2 fois de plus avant de me lever et de répondre. Le nom sur l'afficheur m'a arrêté. Alan. Je l'ai fixé, le pouce planant au-dessus du bouton. Mon fils. Mon unique enfant. Je n'avais pas entendu sa voix depuis... Je n'étais pas sûr de combien de temps. Des mois, peut-être plus. Pas depuis avant l'hôpital, avant les machines, avant que la respiration de Margaret ne commence à râler et à chanceler. Mon pouce s'est déplacé lentement, comme s'il n'était pas sûr de ses ordres, et a appuyé sur le bouton. J'ai porté le combiné à mon oreille, et j'ai dit son nom doucement, ne sachant pas s'il avait déjà raccroché. La pause à l'autre bout du fil a été brève, mais elle m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'avait pas appelé avec l'émotion dans la gorge. Il n'avait pas appelé avec un poids sur la poitrine. Il était posé, net, distant. Il a dit bonjour de la manière dont on le dit à un caissier de banque ou à un technicien. Plat, utilitaire. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « j'ai pensé à toi ?» Juste un ton qui me disait que j'étais inséré dans un emploi du temps, une case à cocher sur une liste. J'ai attendu, laissant le silence s'étirer assez longtemps pour voir s'il le remplirait avec quelque chose de réel. Il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il avait l'intention d'appeler, que les choses avaient été chargées. Il a mentionné Nicole, sa femme et les enfants. Il a utilisé des expressions comme « courir partout », des journées folles et sans arrêt. J'ai écouté, et chaque mot sonnait creux, comme des cailloux jetés dans un puits sec. Il n'a pas prononcé son nom, pas une seule fois, pas Margaret, pas maman, pas même les funérailles. Il a parlé comme si cette partie de la vie était une page qu'il avait déjà tournée, une page qu'il ne prévoyait pas de revisiter. Ma main s'est légèrement resserrée autour du téléphone. Je me suis tenu au milieu de la cuisine, regardant le calendrier qu'elle avait marqué de rendez-vous qu'elle n'a jamais tenu, et j'ai attendu un éclair de reconnaissance dans sa voix. Un moment de pause. Un trébuchement. Rien n'est venu. Puis il en est venu à la raison de son appel. Il avait besoin de quelque chose, de l'argent. Il ne l'a pas dit avec hésitation. Il l'a dit de la manière dont les gens commandent un café ou demandent une réinitialisation de mot de passe. Ce n'était pas une question, pas vraiment. C'était une présomption enveloppée de politesse. Il a utilisé des mots comme situation difficile et problème temporaire.
Il a utilisé des phrases comme « juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent » et « je te le rendrai bientôt ». Il a donné des chiffres, un montant spécifique, un montant qui me disait que cet appel avait été planifié, peut-être même répété. Je n'ai rien dit tout de suite. Je me suis approché de l'évier et j'ai regardé par la fenêtre. La cour était cassante de givre. Les parterres de fleurs étaient nus. La cabane dans les arbres, abandonnée depuis longtemps, s'affaissait sous le poids du temps. J'ai pensé à tous les jours où je me suis tenu à cette fenêtre, le regardant jouer, appeler, grimper, grandir. J'ai pensé à Margaret lavant la vaisselle à côté de moi, souriant à son visage boueux. Maintenant, il n'y avait que cette voix, propre et sèche, demandant un virement bancaire. Il n'a pas demandé comment je gérais les nuits. Il n'a pas demandé si j'avais mangé ou si j'avais dormi. Il ne s'est pas demandé à voix haute ce que la maison ressentait maintenant, sans ses pas, sans son fredonnement, sans la bouilloire qui bout aux petites heures du matin. Il a juste continué à parler. Je l'ai laissé faire. Au milieu de son explication, quelque chose sur les paiements de voiture, ou la garderie, ou une réparation de maison que je ne pouvais pas suivre. Il a mentionné à quel point les choses m'étaient plus difficiles que les gens ne le pensaient, que tout le monde avait du mal. Je l'ai écouté décrire le stress, comme si je ne l'avais jamais connu, comme si mon dos n'avait pas porté de poteau en acier au cœur de l'hiver, comme si je n'étais pas resté dans une chambre d'hôpital pendant 11 nuits d'affilée, regardant les moniteurs clignoter plus lentement, comme si je n'avais pas tenu la main de Margaret alors que son souffle s'échappait par morceaux. Quand il a fini, il a demandé si ce serait d'accord. Non pas si c'était trop, non pas si j'en étais capable, juste si c'était d'accord. J'ai dit que j'y réfléchirais. Il y a eu une pause sur la ligne. Il ne s'y attendait pas. Je pouvais sentir le changement dans sa respiration. Il a dit quelque chose comme « Bien sûr, prends ton temps », mais son ton s'était durci. Il n'a pas proposé de venir. Il n'a pas demandé quand j'avais vu les petits-enfants pour la dernière fois. Il a juste dit « Tiens-moi au courant » et il a raccroché. Je suis resté là un long moment, le téléphone encore chaud dans ma main. Le silence qui a suivi était différent. Non pas le vide d'une pièce calme, mais le genre qui vous remplit de l'intérieur, qui vous donne l'impression que vos os sont creux. J'ai reposé le téléphone sur son socle et j'ai de nouveau regardé la cuisine. Sa tasse était toujours près de l'évier, son tablier toujours accroché au crochet, le pot de miel, la petite cuillère à côté, intacte. Ces choses avaient un sens, ces choses avaient du poids. Je suis retourné au fauteuil dans le bureau et je me suis assis lentement. Mes genoux me faisaient mal. Ma poitrine me faisait mal. Je me suis adossé et j'ai fermé les yeux. J'ai écouté le chauffage se mettre en marche. J'ai écouté le léger gémissement de la maison qui s'installait plus profondément dans l'hiver. L'appel était terminé, mais sa forme persistait dans la pièce. Je pouvais encore sentir son contour. Ce n'était pas un appel de deuil. Ce n'était pas un appel d'amour. C'était une transaction déguisée en conversation. Et ça a rendu la maison plus froide qu'auparavant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, non pas par habitude, mais parce que le sommeil était devenu étranger. Mon corps suivait de vieux rythmes, réveil à 5 heures, café à 5h15, assis au même endroit près de la fenêtre avant que le soleil ne passe la colline. Mais il n'y avait plus de réconfort dans la routine. Seulement du mouvement. Seulement le passage du temps marqué par le raclement de la chaise sur le sol et le lent goutte à goutte de la cafetière dans la carafe tachée. Je me suis assis à la table de la cuisine avec la tasse entre mes mains, intacte.
Le café avait refroidi, mais je ne l'avais pas remarqué avant de prendre une gorgée. Je ne l'ai pas réchauffé. Je l'ai laissé reposer, un reflet sombre dans une tasse ébréchée qui avait autrefois une paire. Celle de Margaret s'était fissurée des mois avant son décès. Elle l'avait jetée avec un soupir et nous ne l'avions jamais remplacée. Maintenant, je buvais seul. L'appel téléphonique d'Alan la veille persistait comme l'écho d'une porte laissée entr'ouverte. Ce n'était pas seulement sa voix qui me hantait, c'était la façon dont il avait parlé, son rythme, comme si j'étais un commis, un gardien, une ressource, pas un père. Et pourtant, une partie de moi s'accrochait encore à l'idée qu'il rappellerait peut-être, cette fois différemment. Cette fois, en tant que fils. Vers 10 heures, le téléphone a de nouveau sonné. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je l'ai laissé sonner jusqu'au dernier carillon, puis je l'ai décroché, sachant déjà qui c'était. Sa voix était vive, polie, répétée. Il a dit qu'il avait réfléchi à ce qu'il avait demandé. Il a dit qu'il comprenait que ça m'avait peut-être pris au dépourvu. Il a dit qu'il espérait que je ne me sentais pas sous pression. Il a utilisé des mots qui semblaient doux mais qui avaient une pointe ferme. Il voulait expliquer un peu mieux la situation. Il a dit que l'argent n'était pas pour des futilités. Il ne s'agissait pas de désir, mais de besoin. Il a dit que la chaudière de leur maison était en panne. Les réparations étaient chères. Les enfants avaient froid. Nicole avait été malade. Il maintenait à peine les choses à flot. Il a dit ça comme s'il décrivait un navire dans une tempête. Mais je connaissais le ton. Je l'avais entendu auparavant dans des réunions de conseil, des entretiens d'embauche et des demandes de prêt. Ce n'était pas du désespoir, c'était de l'attente. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas appelé après les funérailles. Ma voix n'a pas tremblé, mais quelque chose à l'intérieur de moi l'a fait. Il a esquivé. Il a dit que les choses avaient été mouvementées. Il a dit que le deuil frappe les gens de différentes manières. Il a dit qu'il ne voulait pas me submerger. Chaque phrase est sortie de sa bouche avec une aisance pratiquée, comme s'il l'avait préparée à l'avance. Puis il est revenu aux chiffres. Le montant dont il avait besoin. Pas assez grand pour paraître scandaleux, juste assez pour être inconfortable. Un chiffre qui disait « Je sais que tu peux te le permettre », même s'il ne le disait pas à voix haute. Il a parlé de la maison. Il a parlé du compte d'épargne que j'avais ouvert pour ses études universitaires il y a toutes ces années, celui qu'il n'a pas utilisé, parce qu'il avait abandonné. Il a dit que j'avais toujours été doué avec l'argent. Il a dit que Margaret aurait voulu aider. Cette phrase a coupé plus profondément que les autres. Il l'a invoquée non pas avec révérence, mais comme un levier. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il a dit qu'il comprenait, mais le sous-entendu était différent cette fois, légèrement plus dur, légèrement moins patient. Comme s'il croyait que hésiter n'était qu'une formalité de vieil homme, quelque chose que je surmonterais avant de finalement céder. Je lui ai dit que je l'appellerais quand j'aurais pris une décision. Il a dit d'accord, puis a fait une pause, puis m'a remercié d'avance. D'avance. Comme si c'était déjà fait. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis longtemps, fixant le mur blanc au-dessus de la table. Il était beige, terne, inoffensif, comme le genre de couleur dont les gens peignent les pièces qu'ils ne prévoient pas d'habiter. Margaret avait un jour mentionné vouloir y mettre une horloge, quelque chose d'antique. Nous ne l'avons jamais fait. Maintenant, j'en étais content. Le temps ne méritait pas de planer au-dessus de moi à ce moment-là. J'ai pensé à la chaudière, aux enfants qui ont froid, à la maladie, aux réparations et au prix du mazout,
J'ai pensé à toutes les excuses que nous nous donnons les uns aux autres et à celles que nous nous donnons à nous-mêmes. Et j'ai pensé au ton de sa voix, comment il était passé de fils à stratège, de parent à client. Je lui avais tant donné au fil des ans, non seulement de l'argent, bien qu'il y en ait eu beaucoup, mais du temps, des sacrifices, des week-ends, des vacances, des nuits blanches. Je me suis souvenu de l'été où il a accidenté la voiture du voisin. J'ai payé les dommages sans hésiter. Je me suis souvenu de l'entretien d'embauche auquel il ne s'est pas présenté, et comment j'ai dit au directeur du recrutement qu'il était malade, juste pour lui garder la porte ouverte. Je me suis souvenu de l'aide pour l'hypothèque, des prêts étudiants, de l'acompte sur leur premier logement, de l'aide à court terme, après son deuxième licenciement. Chaque fois, je m'étais dit que je faisais ce que font les pères. Chaque fois, je pensais que j'investissais dans quelque chose qui reviendrait, éventuellement, en soins, en connexion, en proximité. Mais les retours avaient cessé d'arriver il y a longtemps. J'ai traversé la maison lentement, comme si la décision était cachée dans un tiroir que je n'avais pas encore ouvert. Le salon semblait plus froid que d'habitude, bien que le thermostat n'ait pas bougé. Les photographies encadrées sur le mur semblaient mises en scène, comme des accessoires de l'histoire de quelqu'un d'autre. Dans l'une d'elles, Alan avait 10 ans, tenant une canne à pêche, rayonnant. J'étais en arrière-plan, une main sur son épaule, mon sourire plus petit, mais réel. J'ai touché légèrement la vitre, mon doigt laissant une trace sur la surface. Ce garçon n'existait plus. Et l'homme qu'il est devenu, il ne cherchait plus ma main sur son épaule. Il ne cherchait que le portefeuille dans ma poche arrière. En fin d'après-midi, j'ai fait une liste. Juste un petit bloc-notes du panier à couture de Margaret. J'y ai noté toute l'aide financière que nous lui avions apportée au fil des ans. Je ne l'ai pas fait pour le culpabiliser. Je l'ai fait pour tout voir en un seul endroit. Les chiffres étaient bruts. Il ne pleurait pas. Il n'expliquait pas. Ils étaient juste là, lourds d'arithmétique. J'ai réalisé combien j'avais dépensé en essayant de maintenir une relation vivante par la transaction. Ça avait commencé avec des uniformes de baseball et des fêtes d'anniversaire, et ça s'était terminé par des prêts consignés et des appels sans réponse. La demande, en soi, n'était pas le problème. C'était le schéma, la présomption, l'érosion de la gratitude remplacée par le droit. J'ai mis la liste dans le tiroir à côté des vieilles recettes de Margaret. Puis j'ai versé une autre tasse de café, toujours pas chaud, et je me suis de nouveau assis près de la fenêtre. Le soleil sombrait déjà derrière les arbres, projetant de longues ombres qui s'étendaient sur la pelouse, comme des doigts cherchant quelque chose qu'ils avaient laissé tomber. Je suis resté assis et j'ai laissé le silence me tenir. La demande persistait, mais je ne la gardais plus au centre de mes pensées. J'avais changé. J'avais déplacé quelque chose d'interne qui était rigide depuis des années. Le garçon dont je me souvenais avait un jour demandé de l'aide pour construire un nichoir. L'homme qu'il est devenu demandait maintenant de l'aide pour réparer une vie qui semblait construite sur des attentes, pas sur l'amour. Et je commençais à comprendre la différence. Je n'ai pas bougé pendant des heures après ce deuxième appel. La maison s'était assombrie autour de moi, bien que je n'ai pas remarqué la lumière décliner. Des ombres rampaient le long des bords de la pièce, s'étirant sur les murs comme le lent passage du temps lui-même. Le café était depuis longtemps froid dans mes mains, mais je tenais la tasse quand même, comme une encre. Je ne sirotais pas, je ne clignais même pas beaucoup des yeux. Je fixais simplement à travers la fenêtre quelque chose de particulier, pris dans une immobilité qui n'était pas la paix. Quelque chose avait changé en moi. Je ne pouvais pas encore le nommer,
mais je pouvais sentir son poids. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. Ce n'était pas de la tristesse non plus, bien que les deux émotions planaient à proximité, comme des animaux attendant la permission de s'approcher. C'était quelque chose de plus lourd, de plus dense, une sorte de compréhension silencieuse qui s'est installée dans ma poitrine, comme une pierre jetée dans l'eau. Elle ne s'est pas agitée ni n'a crié. Elle a simplement coulé et est restée. J'avais passé la majeure partie de ma vie à croire en la réparation, que tout ce qui était cassé pouvait être réparé si l'on appliquait la bonne pression, la bonne patience, le bon amour. J'avais travaillé de mes mains toute ma vie. Je connaissais le son des poutres pourries et des planchers déformés. Je savais comment renforcer quelque chose avant qu'il ne s'effondre. Mais ça, c'était différent. Il n'y avait plus rien à réparer. Parce que rien n'avait été cassé soudainement. Il s'était érodé avec le temps, comme un rivage emporté par une marée invisible. Je me suis levé lentement, la raideur de mes genoux me rappelant que mon corps n'obéissait plus facilement aux ordres. J'ai traversé la maison sans destination, passant mes doigts le long des bords des meubles, des cadres photos, des portes. Chaque surface contenait de la mémoire, mais aucune n'offrait de réponse. Juste des questions qui résonnaient trop longtemps. Quand j'ai atteint le couloir, je me suis arrêté devant le petit placard. Les pulls de Margaret étaient toujours suspendus à l'intérieur, enveloppés de l'odeur de lavande et de vieux bois. J'ai ouvert la porte et j'ai touché la manche de son cardigan gris préféré. Elle le portait les matins froids, quand la chaudière ne s'était pas encore mise en marche, serrant son thé et traînant en pantoufles sur le carrelage. J'ai refermé la porte, en faisant attention de ne pas la laisser grincer. Je suis ensuite allé dans la chambre et je me suis tenu à côté du lit, regardant le côté qui était resté intact depuis son départ. L'oreiller gardait encore la forme de sa tête. La couverture était légèrement retournée, comme elle l'était ce dernier matin, quand elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle voulait s'allonger un peu. Je n'avais pas fait le lit depuis. Ça me semblait mal, comme effacer quelque chose. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai laissé mes épaules s'affaisser. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas pleuré, pas vraiment. Pas à l'hôpital, pas pendant le service, pas même à l'enterrement. Ce n'est pas l'orgueil qui retenait les larmes. C'était quelque chose de plus profond, un évidement, une sécheresse qui venait de trop d'années à ravaler l'émotion au lieu de l'exprimer. J'ai été élevé à une époque où les hommes ne pleuraient pas, sauf si quelqu'un mourait dans leurs bras, et même alors ils le faisaient en privé. Ce que je ressentais maintenant, ce n'était pas du chagrin, c'était de la résignation. J'avais passé toute ma vie à tendre la main vers des gens qui ne cessaient de reculer. Alan avait un jour été un garçon qui courait vers moi quand il avait peur. Il s'agrippait à ma jambe comme si c'était un tronc d'arbre et refusait de lâcher jusqu'à ce que le tonnerre cesse ou que le chien d'à côté arrête d'aboyer. Il m'avait tout confié. Ses genoux écorchés, ses devoirs de maths, ses secrets. Mais au fil des ans, cette prise s'était desserrée. Ça ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était progressif, 1 centimètre à la fois. Maintenant, il ne me tendait la main que lorsque son équilibre chancelait, non pas pour du réconfort, non pas pour de la connexion, mais pour un levier. Cette connaissance s'est logée plus profondément en moi. La pierre a légèrement bougé. Ça n'a pas fait mal. Pas de manière vive. C'était plus comme une pression. Un poids sourd que je portais non pas parce que je le voulais, mais parce que je comprenais enfin que je le portais déjà depuis des années, sans avoir remarqué à quel point il avait façonné ma posture. Je me suis de nouveau levé et je me suis dirigé vers le petit bureau dans le coin de la pièce.
C'est là que Margaret écrivait des lettres. Des vraies, avec un stylo et du papier. Elle croyait en l'intimité de l'écriture manuscrite. Disait que ça montrait de l'attention. Disait que la façon dont l'encre se courbait autour du nom d'une personne comptait plus que des pixels sur un écran. La dernière lettre qu'elle a écrite était pour une amie en Illinois. Elle ne l'a jamais envoyée. Elle était toujours là, dans le tiroir, adressée mais non scellée. Je me suis assis au bureau et j'ai ouvert le tiroir. La lettre était là, pliée proprement, avec une fleur pressée glissée entre les pages. Elle faisait toujours des choses comme ça, de petits détails, des gestes silencieux, des choses qui n'avaient pas besoin d'être vues pour être ressenties. J'ai mis la lettre de côté et j'ai sorti une feuille de papier vierge. Je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas l'intention de répondre à Alan. Je n'avais plus rien à expliquer. Mais j'ai ressenti le besoin de bouger ma main, de faire une marque, de prouver que je le pouvais encore. Au lieu d'écrire, j'ai juste tenu le stylo au-dessus de la page pendant un long moment. Finalement, je l'ai reposé et j'ai refermé le tiroir. Il n'y avait rien à écrire qui ne deviendrait une preuve contre moi dans mon propre cœur. Je suis retourné à la cuisine et je me suis assis à table, le silence se repliant autour de moi comme un tissu épais. La demande d'Alan n'était pas la partie la plus lourde. C'était la facilité avec laquelle il l'avait faite. L'hypothèse. La manière désinvolte dont il avait ignoré ce qui venait de se passer, ce que je venais de vivre, et l'avait remplacé par un calcul. Il n'avait pas demandé comment je m'en sortais. Il n'avait pas mentionné son nom. Il ne s'était pas arrêté pour se demander si j'avais besoin de quelque chose, du temps, de l'espace, même un simple « Comment vas-tu, papa ?» Il avait appelé, il avait demandé et il avait attendu une réponse qui semblait inévitable. Mais elle ne l'était pas. Et dans cette prise de conscience, quelque chose en moi s'est solidifié. J'avais toujours été celui qui pliait, qui comprenait, qui excusait, qui expliquait, qui donnait. Je l'avais fait parce que je croyais que c'était l'amour, que c'était le devoir, que c'était être un père. Mais l'amour sans reconnaissance devient une obligation, et l'obligation sans réciprocité devient un poids. La pierre à l'intérieur de moi était ce poids. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas de la poser. J'apprenais simplement à la porter différemment. Je ne savais pas encore ce que je lui dirais. Je ne savais pas ce que je dirais quand il rappellerait, comme je savais qu'il le ferait. Mais je savais une chose. Je ne donnerais pas ce que je ne devais plus. Non pas parce que j'étais en colère, non pas parce que je voulais lui donner une leçon, mais parce que j'avais enfin commencé à apprendre la mienne. L'air du matin était plus froid qu'il n'aurait dû l'être pour un début de printemps. Je suis entré dans le garage avec un cardigan sur les épaules, mon souffle visible en courtes bouffées. La lumière fluorescente au-dessus bourdonnait doucement, projetant de longues ombres pâles sur le sol en béton. La poussière flottait dans l'air, et le silence ici semblait plus ancien, plus lourd, comme s'il appartenait aux os mêmes de la maison. Je n'avais pas ouvert le coffre-fort depuis longtemps, des années peut-être. Il était niché derrière une rangée d'étagères dans le coin le plus éloigné, camouflé par des pots de peinture, des cisailles de jardin rouillées et une boîte de guirlandes de Noël cassées que nous n'avions jamais pris la peine de démêler. Le béton en dessous était fissuré, le sol légèrement incliné vers le drain, mais le coffre-fort était resté stable, comme une pierre enfouie au cœur de la terre. J'ai écarté les étagères avec précaution, grimaçant alors qu'un des cadres métalliques grinçait contre le sol. Mes genoux ne pliaient plus comme avant, alors je me suis accroupi lentement, m'abaissant par étapes
jusqu'à être au niveau du cadran. Mes doigts ont hésité, planant juste au-dessus de l'acier froid, avant de tourner le mécanisme. Je n'avais pas besoin de réfléchir à la combinaison. C'était l'une de ces choses que mes mains se rappelaient mieux que mon esprit. Les chiffres se déplaçaient comme une respiration, droite, gauche, droite, à nouveau. Et puis le léger déclic. La porte s'est ouverte avec la résistance sèche de quelque chose de rarement utilisé. À l'intérieur se trouvaient des documents, des dossiers groupés, des enveloppes, quelques certificats dans des pochettes en plastique impeccable. Il n'y avait pas d'argent, pas d'objet de valeur au sens habituel, juste le genre de paperasse qui en dit plus sur une personne que ses albums photos ne le pourraient jamais. Et au fond, sous un dossier marqué « Assurance Final », se trouvait l'enveloppe que j'avais scellée avec Margaret l'année où elle est tombée malade. Elle n'était adressée à personne. Juste une simple enveloppe blanche, épaisse de son contenu, le papier à l'intérieur jaunissant sur les bords, où il avait absorbé le temps et l'humidité. Je l'ai sorti doucement, et je me suis assis sur le vieux banc de travail, mes jambes tremblant légèrement sous le poids de l'effort et de la mémoire. Nous l'avions préparé ensemble, non pas avec colère, non pas avec peur, mais avec clarté. Elle avait su avant moi que certaines choses devaient être décidées tôt. Elle l'avait dit simplement un matin autour d'un café, qu'elle ne voulait pas que la fin de sa vie crée plus de désordre que les années de vie ne l'avaient déjà fait. Que l'amour ne signifiait pas toujours espérer, cela signifiait parfois se préparer. Nous avions parlé de la maison, des comptes, de ce qui était juste, de ce qui était bien. Elle m'avait regardé avec ses yeux stables et avait dit « Ne laissons pas le deuil se transformer en confusion ou en culpabilité ». J'avais hoché la tête parce que je ne pouvais pas la contredire alors. Non pas quand sa voix semblait si sûre et que ses mains ne tremblaient que légèrement en signant les pages. Le contenu de l'enveloppe n'avait pas changé depuis ce jour. À l'intérieur se trouvait la version finale de notre testament conjoint. Non pas l'ancienne version. Non pas celle qui laissait tout à Alan dans la croyance naïve que le temps l'adoucirait et que la distance disparaîtrait. Celle-ci était différente. Elle nommait un autre bénéficiaire. Une organisation discrète que Margaret avait soutenue pendant des années. Une fondation d'aide aux anciens combattants qui aidait les conjoints veufs et les soignants vieillissants à trouver stabilité, dignité, paix. Des gens comme nous, mais oubliés. Des gens qui ne verraient pas le deuil comme un inconvénient, mais comme un langage qu'ils parlaient déjà. La décision n'avait pas été prise à la légère, mais elle avait été prise avec certitude. Alan n'avait pas été un mauvais fils, pas toujours, mais il avait cessé d'être un fils présent bien avant les derniers jours de Margaret. Et quand il s'agissait de la douleur, la vraie douleur, celle qui s'imprègne dans les murs de la maison comme de la fumée, il avait choisi de rester complètement à l'écart de la maison. Maintenant, il demandait ce qu'il restait de nous. Non pas parce qu'il nous aimait, mais parce que nous avions été utiles. J'ai posé l'enveloppe sur le banc et je l'ai regardée un long moment. C'était étrange comme quelque chose de si mince, de si fragile, pouvait contenir autant de finalité. Non pas de la vengeance, pas même du jugement, juste de la vérité. C'était notre vérité, celle de Margaret et la mienne, signée à l'encre et avec une résolution silencieuse. J'ai glissé l'enveloppe dans un dossier manille et je l'ai scellée. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas du banc et j'ai sorti une vieille enveloppe matelassée. Le genre utilisé pour expédier des livres ou des documents. J'ai placé le dossier à l'intérieur et je l'ai scellé avec 2 bandes de ruban adhésif. Je ne l'ai pas étiqueté. Je n'en avais pas besoin, pas encore. Le garage sentait l'huile et l'hiver. Je suis resté assis sur le tabouret un peu plus longtemps,
pensant aux années, à tous les anniversaires où je m'étais présenté, aux nuits où j'avais traversé des comtés pour aider Alan avec la plomberie, les impôts, les courses qu'il ne voulait pas faire seul. J'ai pensé au dîner de Noël qu'il avait manqué, à la chambre d'hôpital où il n'était pas entré, à l'appel qu'il n'avait pas passé. Je me suis levé lentement, les articulations protestant. J'ai ramené l'enveloppe dans la maison, la posant sur le petit bureau du couloir, le même où nous avions l'habitude de trier le courrier, de payer les factures et de nous laisser des notes en passant. Dîner à 6 heures. N'oublie pas le lait. Tu avais l'air fatigué, repose-toi. Ces notes s'étaient arrêtées quand la maladie était arrivée. La dernière que j'ai trouvée d'elle, griffonnée sur un post-it, disait simplement « Merci ». Je me suis assis au bureau et j'ai sorti une fiche. Je n'ai pas dit grand-chose. Juste son nom, écrit en haut. En dessous, une seule phrase. C'est le cadeau que tu as mérité. Je n'ai pas signé. J'ai glissé la carte à l'intérieur de l'enveloppe et j'ai rescellé le tout. Pas de ruban, pas d'emballage, pas de sentimentalité. Juste un message simple dans un emballage simple. C'était, après tout, une sorte de cadeau. Un cadeau de vérité. Un cadeau de limite. Un cadeau de lâcher prise. J'ai posé l'enveloppe au centre du bureau et j'ai éteint la lumière. Puis je suis retourné à la cuisine. J'ai versé le reste du café froid dans l'évier et je suis resté là un moment, les mains agrippées au bord du comptoir. Le cadeau avait été préparé et avec lui, quelque chose à l'intérieur de moi, une petite partie brute, s'était enfin apaisée. Pas guérie, mais apaisée. Comme si la pierre en moi avait trouvé l'endroit où elle appartenait. Le cabinet d'avocat se trouvait dans une maison victorienne reconvertie à l'extrémité calme de la rue principale, le genre d'endroit qui ressemblait plus à une chambre d'hôte qu'à un cabinet d'avocat. Le porche avait de la peinture blanche écaillée et une jardinière pleine de pétunias brunissants. Le panneau à l'avant indiquait « Cabinet d'avocat de Gregory W. Emery » et en dessous, en plus petits caractères, succession, testament et droit de la famille. Je me suis garé devant et je suis resté quelques minutes dans le camion avant d'entrer. Le moteur a fait un tic-tac en refroidissant. Le ciel était de nouveau couvert, une constante ces derniers temps, comme si même le temps avait décidé de ne pas parler trop fort. J'avais appelé le bureau la veille et j'avais dit que je devais finaliser quelque chose. La réceptionniste m'avait demandé si je mettais à jour un testament existant, et j'ai dit non. Il était déjà écrit, déjà signé. J'avais juste besoin qu'il soit enregistré et rendu réel. Elle m'a pris rendez-vous pour 10h30 le lendemain matin. J'ai apprécié qu'elle ne pose pas de questions. Elle m'a juste donné une heure et des indications pour le stationnement. Quand je suis entré dans le bureau, l'air à l'intérieur sentait le poli au citron et le papier. La réceptionniste était une femme d'environ 60 ans, les cheveux courts et argentés, ses lunettes pendant à une chaîne autour de son cou. Elle a souri poliment et a demandé mon nom, puis m'a conduit dans un couloir où les lattes du plancher en bois grinçaient sous mes bottes. Gregory Emery était plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Fin de la quarantaine, peut-être début de la cinquantaine, avec une barbe soignée et une voix qui avait appris à paraître calme sous la pression. Il s'est levé quand je suis entré et m'a fait signe de m'asseoir en face de son bureau. J'ai hoché la tête, je me suis assis et j'ai posé l'enveloppe scellée sur la table entre nous comme si c'était quelque chose de fragile. Il ne l'a pas prise tout de suite. Il m'a regardé à la place, attendant. J'ai apprécié ça. Je lui ai dit ce que c'était, un testament conjoint, déjà signé, attesté, mais jamais déposé. J'ai dit que ma femme était décédée. Il a offert ses condoléances.
J'ai hoché la tête une fois et j'ai regardé mes mains. Je ne voulais pas parler d'elle. Pas là. Pas avec lui. Cette partie était terminée. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à examiner le contenu. Page par page, ses yeux se déplaçant avec le rythme pratiqué d'un homme qui avait lu des centaines de documents similaires. Mais celui-ci était le mien, le nôtre. Chaque ligne avait été écrite avec un esprit clair et un cœur plein, bien que ni l'un ni l'autre ne semblent présents maintenant. Quand il a fini de lire, il a posé quelques questions de base. Était-ce la version finale ? Y avait-il des amendements ? Quelque chose avait-il changé depuis sa signature ? J'ai répondu à tout simplement. Pas de changement, pas de litige, juste la vérité. Il a hoché la tête, puis a demandé si je voulais une copie certifiée conforme. J'ai dit oui. Une à garder, une pour les archives, une à envoyer éventuellement. Il m'a tendu un stylo et a montré la ligne où ma signature finale était nécessaire. J'ai regardé la page un moment avant de baisser le stylo. Ma main a légèrement tremblé, non pas par doute, mais par le poids du moment. Signer quelque chose comme ça semble plus permanent qu'une pierre tombale. Ça ferme une porte qui ne se rouvre pas. L'encre a coulé, sombre et lisse. J'ai écrit mon nom complet, comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Pas seulement papa, pas Harold, le nom entier. Celui que Margaret ne prononçait que lorsqu'elle était sérieuse ou douce. Quand j'ai fini, j'ai posé le stylo et j'ai joint les mains sur mes genoux. Il a fait une copie sur place, dans le bureau. La machine a bourdonné silencieusement pendant que je regardais par la fenêtre. Un enfant est passé sur le trottoir, tenant la main de sa mère, rebondissant légèrement à chaque pas. Son sac à dos était trop grand pour lui et il le portait fièrement. Je me suis demandé si Alan m'avait un jour paru aussi petit. Si je lui avais un jour tenu la main comme ça, en public, sans y penser à deux fois. Les copies sont sorties chaudes. Il me les a remises dans un dossier estampillé du logo du cabinet. Je l'ai pris doucement, comme si c'était quelque chose de délicat. D'une certaine manière, ça l'était. Il a demandé s'il pouvait faire autre chose. J'ai dit non. Il s'est levé et m'a serré la main avec les deux siennes, et il y avait quelque chose de respectueux là-dedans. J'ai aussi apprécié ça. Certaines personnes savent comment toucher le deuil sans le sonder. Il en faisait partie. De retour dans le camion, j'ai posé le dossier sur le siège passager et je suis resté assis un moment. Le chauffage était éteint, mais je n'avais pas froid. Je ne ressentais pas grand-chose. Juste fatigué. Non pas à cause de la conduite ou de la réunion, mais à cause des années passées à retenir la marée de la déception. Il faut des efforts pour espérer un changement quand les mêmes vagues continuent d'arriver. Le trajet de retour a été silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. Le dossier était à côté de moi, bien fermé, bourdonnant de finalité. Je savais ce que j'avais fait. Et je savais pourquoi. À un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil à la boîte à gants et je me suis souvenu d'un dessin qu'Alan avait fait un jour. Un croquis au crayon de notre maison avec des bonshommes allumettes devant. Il avait dessiné un chien que nous n'avions jamais eu et une cheminée avec des bouffées de fumée s'élevant en forme de point d'interrogation. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Margaret avait gardé ce dessin pendant des années, glissé dans un album photo. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Le feu est passé au vert. J'ai continué à conduire. Quand je suis arrivé dans l'allée, je ne suis pas entré tout de suite. Je suis resté assis dans le camion, une main posée sur le dossier, et j'ai regardé le porche. Le vent avait renversé une petite jardinière. La terre s'était répandue en un croissant sombre sur les marches. Je ne suis pas sorti pour nettoyer. J'ai juste regardé, immobile,
comme on regarde parfois une fuite lente avant de décider de la réparer. Finalement, je suis sorti et je suis entré. La maison m'a accueilli avec son silence habituel. J'ai posé le dossier sur la table du couloir, juste à côté des lunettes de lecture de Margaret et d'un petit bol de menthe poivrée qu'elle n'avait pas touché depuis l'hiver précédant son diagnostic. Je ne les ai pas déplacés. J'ai juste ajouté le dossier à la nature morte comme s'il avait toujours eu sa place là. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Ma main semblait plus stable maintenant. Le genre de stabilité qui vient après qu'une décision a été prise et ne peut être annulée. Je ne me sentais pas triomphant, je ne me sentais pas amer, je me sentais aligné, comme si quelque chose s'était remis en place, non pas avec fanfare, non pas avec drame, mais avec une précision silencieuse. Ce morceau de papier, signé et scellé, avait tracé une ligne dans le sable que je pouvais enfin cesser de franchir. J'avais fait mon choix, et pour la première fois depuis longtemps, il me semblait être le mien. Il est arrivé sans prévenir. Pas d'appel, pas de message. Juste le bruit de pneus crissant sur le gravier alors que j'étais à l'évier de la cuisine, rinçant une assiette que je n'avais pas utilisée. Le genre de bruit qui n'a pas sa place à moins d'attendre quelqu'un. J'ai fermé le robinet, je me suis séché les mains lentement et je me suis dirigé vers la fenêtre de devant. Le camion était le sien, argenté, toujours avec la bosse près de la roue arrière d'un parking il y a des années. Un véhicule familier, mais qui aurait aussi bien pu être celui d'un étranger. Il est sorti rapidement, comme un homme en mission, pas en visite. Il n'a pas regardé la maison avant de se diriger vers elle. Pas d'hésitation dans sa démarche. Aucun sens qu'il pourrait arriver dans un lieu qui contenait le deuil dans ses murs. Il ne s'est pas arrêté sur le porche ni n'a jeté un coup d'œil au paillasson usé que Margaret avait choisi pour l'automne. Celui qui disait encore « Bonjour, citrouille ». Il a juste sonné une fois et est resté là, les mains dans les poches de son manteau, le menton légèrement relevé comme s'il avait déjà décidé comment la conversation se déroulerait. Je n'ai pas répondu à la porte tout de suite. Je l'ai fait attendre. Non par dépit, mais parce que j'avais besoin de ce moment. J'avais besoin de sentir le temps entre l'arrivée et l'attente. J'avais besoin de rassembler le silence comme une respiration. Quand j'ai finalement ouvert la porte, il a souri, un sourire serré, poli, presque convaincant. Le genre de sourire que les gens utilisent pour gérer une situation. Pas un sourire pour la famille, pas un sourire pour la perte. Il a dit mon nom comme une formalité. J'ai hoché la tête et j'ai reculé, le laissant entrer sans un mot. Il est entré comme s'il se souvenait encore de l'agencement, bien que ses yeux aient parcouru les meubles comme s'il vérifiait les changements, comme si le deuil d'une maison devait se réarranger pour lui faire de la place. Il est passé devant moi, est entré dans le salon et s'est assis sur le bord du canapé comme s'il avait un endroit où être bientôt. Ses mains se frottaient, froides, peut-être nerveuses, bien que j'en doute. Il a jeté un coup d'œil aux photographies sur la cheminée, puis est revenu à moi. Il n'y a pas eu de question sur mon état. Pas de mention de son nom. Pas de silence partagé en mémoire. Juste un changement de posture, un éclaircissement de gorge, et puis les affaires. Il a évoqué la conversation de plus tôt dans la semaine. L'appel. L'argent. La pression qu'il avait laissé entendre mais n'avait pas admise. Maintenant, il l'exposait plus clairement. Dépenses, délais, besoins. Il a utilisé des mots comme « fenêtre serrée » et « urgent », comme si nous concluions un marché. Il a dit qu'il avait essayé d'attendre, mais que les choses avançaient vite. Il a parlé avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir un « oui ». J'ai écouté.
Je me suis tenu en face de lui, les bras légèrement croisés, l'enveloppe reposant sur la table du couloir juste derrière moi. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas offert de thé ou de café. Ce n'était pas ce genre de visite. Quand il a fini, il a levé les yeux avec le regard pratiqué de quelqu'un qui a appris à paraître humble au bon moment. Non pas vraiment vulnérable, juste une sincérité calculée, comme s'il s'était entraîné au visage que les gens voulaient voir. Je suis allé dans le hall et je suis revenu avec l'enveloppe. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Non pas en poids, mais en signification. Mes doigts se sont enroulés autour d'elle de la manière dont on tient quelque chose qui pourrait changer une personne. Quelque chose qui pourrait ouvrir une porte ou la fermer pour de bon. Je la lui ai tendue sans un mot. Il l'a prise avec un léger sourire, supposant que c'était ce qu'il voulait. L'argent, probablement. Un chèque. Un geste de bonne volonté. Une confirmation que la dynamique n'avait pas changé. Il a glissé un doigt sous le rabat et l'a ouverte là, sur le canapé. Le silence qui a suivi était différent de tout ce que j'avais connu dans cette maison. Il n'a pas levé les yeux au début. Ses yeux ont parcouru les papiers et j'ai regardé les lignes de son visage se tendre. La confusion est venue lentement, comme un brouillard qui s'installe. Ses sourcils se sont froncés. Sa bouche est tombée en une ligne plate. Ses doigts se sont immobilisés sur le bord du document. Je suis resté debout. Je n'avais pas besoin de parler. Tout ce que j'aurais pu dire avait déjà été imprimé, signé et scellé. Il a tourné la page une fois, 2 fois, puis encore, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose change à mesure qu'il regardait. Mais rien n'a changé. Ni dans l'encre, ni dans le langage, ni dans la signature. Quand il a finalement levé les yeux vers moi, son visage était pâle, non pas de rage, non pas de chagrin, mais de prise de conscience. Que quelque chose s'était terminé. Non pas de manière dramatique, non pas avec un cri ou une porte claquée, mais avec du papier silencieux, du papier qui ne portait aucune menace, aucune insulte, juste des noms, et le sien n'en faisait pas partie. Pourtant, je n'ai rien dit. Il tenait le testament dans ses mains comme quelque chose d'étranger, comme s'il avait été écrit dans une langue qu'il avait oublié comment lire. Je pouvais voir les questions se former derrière ses yeux, mais je ne les ai pas invitées. Je n'ai pas offert de clarification. Je n'en devais aucune. Il est resté assis un moment de plus, puis a lentement plié les papiers et les a remis dans l'enveloppe. Ses mains bougeaient différemment maintenant, avec précaution, presque avec révérence. Il l'a scellée comme s'il n'était pas sûr de quoi en faire. La garder, la contester, la déchirer en deux. Je me suis retourné et je suis allé à la cuisine. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir s'il suivait. Je me suis versé un verre d'eau et au moment où je suis revenu dans le salon, il était debout, tenant toujours l'enveloppe, toujours en train de traiter. Il m'a de nouveau regardé. Cette fois, le sourire avait disparu. Son expression était vide, à l'exception du petit tic au coin de sa mâchoire. Un muscle qui se contracte, une respiration retenue. J'ai pensé une seconde qu'il pourrait parler, que quelque chose d'humain pourrait passer, mais aucun mot n'est venu. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Non pas un geste de rejet, juste de clôture, juste une limite. Il est sorti lentement, ses pas lourds, délibéré. Le ciel avait la même couleur qu'à son arrivée, gris, indifférent. Il ne s'est pas retourné en atteignant son camion. Il a ouvert la porte et monté à démarrer le moteur. J'ai regardé depuis le porche, les mains dans les poches. Et quand le camion s'est éloigné, emportant l'enveloppe, le silence est revenu.
Mais il n'était pas le même. Il ne pressait plus contre ma poitrine. Il ne ressemblait plus à de l'attente. Il ressemblait à de l'air, à de la place, à un espace qui avait enfin été revendiqué. Au moment où j'ai refermé la porte derrière moi, j'ai su que quelque chose s'était réglé. Je ne lui avais pas donné ce qu'il voulait, mais je lui avais donné autre chose, quelque chose de final, un cadeau enveloppé de vérité. Et dans le silence qui a suivi, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Seulement le calme qui vient quand on ne confond plus le devoir avec la reddition. Longtemps après son départ, je suis resté près de la porte, la main posée sur le cadre, écoutant le bourdonnement de son camion s'estomper sur la route. La maison, une fois de plus, est devenue immobile. Je n'ai pas bougé pendant un certain temps. J'ai laissé le silence s'installer en moi, non pas comme une absence de son, mais comme une confirmation. Quelque chose s'était terminé. Non pas avec le tonnerre ou le feu, juste avec un morceau de papier plié qu'il n'attendait pas, un document dont il n'a reconnu le poids qu'en le sentant se déplacer dans ses mains. Je l'ai imaginé conduisant, ses doigts tapotant le volant, l'enveloppe sur le siège passager comme un animal endormi qu'il ne savait pas comment réveiller. J'ai imaginé le prurit dans son esprit, les questions tournant sans réponse, la lente et brûlante prise de conscience que quelque chose avait vraiment changé, que les règles qu'il pensait nous gouverner ne s'appliquaient plus. Il ne l'avait pas ouverte complètement pendant qu'il était ici. Pas tout, pas la lettre de motivation, pas la note que j'avais glissée entre les pages. Il avait lu le haut du testament, les noms, la date, la désignation, mais je savais qu'il ne l'avait pas lu en entier. Pas encore. Il attendrait d'être seul, que sa femme soit sortie de la pièce, que les enfants soient au lit et que la maison s'assombrisse sous des lampes basses et des planchers qui craquent. Alors il le dévorerait, page par page, essayant de trouver l'erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Le testament était net, clair, inattaquable, rédigé avec soin, attesté légalement, déposé de manière appropriée. Le langage ne laissait aucune place à l'interprétation. La succession, la maison, les économies, tout devait être transféré à l'organisation que Margaret avait choisie, celle qu'elle avait discrètement soutenue pendant plus de 20 ans, un endroit qui aidait les gens qui n'avaient la personne, des anciens combattants, des veuves, des soignants oubliés par leur famille, des gens qui connaissaient le deuil non pas comme une saison, mais comme un foyer. Elle les avait choisis non pas par amertume, mais par alignement. Elle m'a dit un jour, sa voix basse et sans malice, qu'elle ne croyait pas que l'argent devait récompenser l'absence, que le soutien, émotionnel, physique, spirituel, devait être accueilli par la présence, pas seulement par le sang. J'étais d'accord alors. Je suis d'accord maintenant. L'enveloppe comprenait également une copie d'une lettre qu'elle avait écrite, jamais postée, adressée à notre fils. Je l'avais trouvée dans l'un de ses carnets après son décès. Elle n'était pas amère, mais elle était honnête. Elle avait écrit sur sa solitude pendant sa maladie, sur les visites à l'hôpital qui n'ont jamais eu lieu, sur les appels téléphoniques qui se sont transformés en excuses, puis en silence. Elle ne le blâmait pas directement, elle ne faisait que décrire. Elle avait peint la vérité avec le pinceau doux de quelqu'un qui espérait encore qu'elle pourrait atteindre celui à qui elle était destinée. Je n'ai pas modifié la lettre. Je l'ai laissée exactement comme elle l'avait écrite, de son écriture inégale, avec une phrase barrée et une tache de thé sur la marge. Je l'ai pliée doucement et je l'ai placée à l'intérieur d'une plus petite enveloppe, attachée au dos du testament, avec un trombone. C'était le vrai cadeau. Non pas le testament, non pas l'argent retenu, mais la lettre.
la vérité qu'elle n'a jamais pu dire à voix haute, le sentiment qu'elle a porté jusqu'à la fin mais qu'elle n'a jamais déposé à ses pieds, pas en personne. Maintenant, à l'encre et en silence, elle l'avait fait, et je l'avais livré. Je me suis assis à la table, fixant l'espace où se trouvait l'enveloppe. Le bois en dessous gardait encore le faible rectangle de vernis sans poussière, comme un espace négatif gravé dans le grain. J'ai tracé le bord avec mon doigt, une bordure fantôme, et j'ai pensé à combien d'années j'avais rempli cette maison d'espoir. Non pas pour la richesse, non pas pour le confort, juste pour la reconnaissance, pour une sorte de proximité qui n'est jamais revenue. Je ne le détestais pas. Ça aurait été plus facile d'une certaine manière, plus propre. Ce que je ressentais était plus vieux que la haine, plus fatigué, comme un verger qui a été cueilli tant de fois qu'il a cessé de porter des fruits. Le sol avait donné tout ce qu'il pouvait. Les arbres se tenaient, mais les racines s'étaient retirées. Le secret à l'intérieur de cette enveloppe n'était pas seulement le changement juridique des actifs, c'était la révélation de la vérité. Un miroir tendu à une relation qui était depuis longtemps devenue déséquilibrée. Une manière silencieuse et mesurée de dire « Voilà à quoi devrait ressembler l'amour, et voilà ce qui manquait ». Ce n'était pas une punition. C'était une dernière limite. Il lirait la lettre par morceaux. Il la parcourrait, puis y reviendrait, puis la relirait, plus lentement. Il pourrait appeler, mais je ne répondrais pas avant un certain temps, pas avant qu'il ne comprenne que ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. Il s'agissait de lui montrer, clairement et sans excuse, que l'amour sans présence n'est pas du tout de l'amour. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Les arbres à l'extérieur se balançaient doucement dans le vent, leurs branches nues bougeant comme s'ils se chuchotaient. De l'autre côté de la rue, le chien du voisin a aboyé une fois, puis s'est tu. Le monde avait continué à tourner, même sans la confrontation que je m'étais répétée dans ma tête, même sans la scène dramatique que j'avais un jour imaginée. Il n'y a pas eu d'explosion, juste une décision, prise dans l'immobilité, livrée en silence. Et maintenant, le silence qui remplissait la maison n'était plus de la solitude. C'était autre chose, quelque chose de mérité, une sorte de paix, une sorte de preuve. L'enveloppe était partie, mais ce qui restait, c'était de la certitude. Et ça, en fin de compte, c'était le véritable héritage. Le lendemain est passé par fragments. Je me suis réveillé avant le soleil, non pas par agitation, mais parce que quelque chose en moi s'était installé dans un rythme de lever matinal que le sommeil ne pouvait plus interrompre. La maison est restée sombre jusqu'à ce que j'allume la lumière de la cuisine, qui a bourdonné une fois avant de projeter un cercle doux et doré sur les comptoirs. Je n'ai pas préparé de café. Je n'ai pas grillé de pain. Je suis simplement resté debout, les deux mains à plat sur le comptoir, écoutant le silence qui précède le matin. J'ai pensé à appeler quelqu'un, peut-être un des hommes de l'église, ou le voisin qui avait proposé de passer plus souvent. Mais l'idée d'une conversation me semblait étrangère. Non pas lourde ou désagréable, juste inutile. Comme si les mots avaient là fait tout ce qu'ils pouvaient pour le moment, et que tout ce qui serait dit ne ferait que diluer la vérité silencieuse qui s'installait déjà autour de moi, comme de la poussière. Plus tard ce matin-là, je suis sorti pour balayer le porche. Il avait plu pendant la nuit, et les planches étaient glissantes, le vent encore humide et s'enroulant autour des bords de mon manteau. La jardinière que Margaret entretenait autrefois était à moitié pleine de feuilles pourries, la terre dure et impitoyable. Je ne l'ai pas nettoyée, je l'ai laissée être.
Certaines choses n'étaient-ils pas destinées à être sauvées cette saison? J'ai passé la majeure partie de la journée à de petites tâches mesurées, plier du linge qui remplissait à peine le panier, épousseter le dessus des étagères que personne d'autre ne remarquerait, trier des tiroirs avec des reçus si vieux que l'encre s'était estompée. Je n'évitais rien. Je n'attendais pas. J'existais simplement, moment par moment, de la manière dont un homme le fait après qu'une longue respiration a enfin été expirée. L'appel est arrivé juste après 4 heures. J'ai vu son nom clignoter sur l'écran et je n'ai pas bougé. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis j'ai regardé le silence qu'il a laissé derrière lui. Il n'a pas rappelé. Mais je savais. Je pouvais le voir dans mon esprit, assis quelque part, son bureau peut-être, ou leur table de cuisine. L'enveloppe ouverte, les papiers étalés comme un jeu qu'il avait perdu sans connaître les règles. Le testament, signé et final. La lettre de sa mère froissée et au bord doux, écrite de son écriture nette et inclinée. J'ai imaginé ses doigts tremblant légèrement en la lisant, essayant d'anticiper une faille dans son ton, un geste de pardon glissé dans les marges. Mais il n'y en avait pas. Juste de la vérité. J'ai imaginé l'expression sur son visage, pas de la fureur, pas de la confusion, quelque chose de plus silencieux. Le genre d'immobilité stupéfaite qui ne vient que lorsqu'on réalise que la route que l'on pensait droite s'est terminée au bord d'une falaise. Non pas avec des panneaux d'avertissement, non pas avec des lumières clignotantes, juste un bord. Peut-être qu'il a lu la lettre 2 fois, peut-être qu'il ne l'a pas finie du tout. Quoi qu'il en soit, je savais ce qu'il avait traversé, parce que je l'avais ressenti moi-même une fois, il y a des années, quand j'ai trouvé une note que mon propre père avait laissée dans le garage après sa 2e crise cardiaque. Une courte ligne griffonnée sur un bloc-notes jaune qui disait « Je pensais avoir plus de temps ». Cette phrase m'est restée plus longtemps que tout ce qu'il a jamais dit de son vivant, parce qu'elle n'avait pas été écrite pour la performance. Elle n'avait pas été offerte comme une instruction. Elle était privée, inachevée, honnête. C'est ce que Margaret lui avait donné. Et je le lui avais donné sans commentaire. Il n'était pas revenu. Il n'y avait pas eu de coup à la porte. Pas de claquement de pneus dans l'allée. Seulement l'appel qui a sonné une fois. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin que sa réaction soit explicitée. Je la connaissais de la manière dont un arbre sait quand la foudre est passée près. Il peut sentir la brûlure sans regarder. Quelque part en lui, quelque chose s'était brisé. Mais ce n'était pas le genre de rupture qui fait du bruit. C'est le genre qui déplace votre équilibre, qui déplace le sol d'un demi-pouce sous vous. Vous restez debout, mais différemment. Vous ne tombez pas. Vous trouvez juste que l'air semble altéré, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre que vous n'aviez pas remarquée auparavant. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche avec une couverture sur les jambes et j'ai regardé la rue devenir silencieuse. La dernière lueur du jour s'étirait mince sur la route. Un jeune couple est passé avec une poussette. Un chat noir a traversé la pelouse d'un voisin. Un garçon à vélo est passé, son manteau flottant derrière lui comme des ailes. J'ai tenu une tasse de thé dans mes mains, bien que je n'ai aucune intention de la boire. J'aimais la chaleur contre mes paumes. Ça me rappelait que j'avais encore un corps, que mes doigts savaient encore tenir quelque chose sans trembler. Je n'ai pas pensé à ce qu'il pourrait dire ensuite, ou s'il essaierait de nouveau d'expliquer. Je n'ai répété aucune conversation. Je ne me suis pas préparé à me défendre. Il n'y avait plus rien à discuter. Les faits avaient déjà été livrés, déballés dans le silence de sa propre maison.
C'est là que le vrai jugement a eu lieu. Non pas entre deux personnes, mais entre une personne et sa propre conscience. Il avait vécu avec l'hypothèse qu'il serait toujours pardonné, que l'absence était une petite chose, facilement réparée par la présence quand cela lui convenait, que le passé ne tenait pas de compte, mais il le faisait, non par cruauté, non par vengeance, mais parce que l'amour, lorsqu'il n'est pas rendu, commence à se calcifier. Il devient un mur, pas un pont. Et Margaret, douce, patiente Margaret, avait construit ce mur de ses mains silencieuses, bien avant son dernier souffle. J'ai entendu la fente à courrier grincer une fois, puis le bruissement d'enveloppes tombant sur le sol. Je n'ai pas bougé pour les récupérer. Je suis resté assis, regardant les dernières mèches de lumière disparaître derrière les toits. Quelque part, il était assis aussi, dans une maison qui contenait maintenant plus de silence qu'auparavant. Non pas le genre paisible, pas encore, mais le genre qui marque un début. Non pas de réconciliation, mais de prise de conscience. Et ça, j'ai compris, était plus puissant que tous les mots que j'aurais pu prononcer. Le lendemain matin, après l'appel, je me suis réveillé dans un silence qui semblait différent. Non pas le silence lourd qui pèse sur la poitrine ou qui résonne dans les pièces vides. C'était un silence qui respirait, un silence qui attendait avec moi, au lieu d'autour de moi. J'ai ouvert les yeux avant que la lumière n'atteigne les fenêtres, et je suis resté immobile, à l'écoute. Non pas des voix, non pas des pas, ni même de mes propres pensées. Juste à l'écoute. Il n'y avait pas de message sur le téléphone, pas de coup à la porte, pas d'excuses précipitées ni de tentatives à demi-mesure de réparation. Le silence est resté ininterrompu, et je l'ai accepté sans résistance. Quelque chose s'était refermé. Enfin. Et ce n'était pas moi qui l'avais fermé. J'ai préparé du café, mais je ne l'ai pas bu tout de suite. J'ai laissé la tasse près de la fenêtre, la vapeur montant en lente spirale. Je suis sorti sur le porche avec une couverture enroulée autour de mes épaules. Le soleil matinal était bas, fin, incertain. La rue était calme, comme si le monde lui-même comprenait la forme de ce qui s'était passé. L'enveloppe était partie. La décision était prise. Mon nom l'avait scellé, celui de Margaret aussi. Notre dernier acte ensemble, écrit à l'encre et avec une conviction silencieuse. Je pensais à elle plus doucement maintenant. Non pas avec l'acuité du deuil ou la douleur de la mémoire, mais avec une sorte de proximité douce. Elle était toujours partout, dans les coins de la maison, dans la cadence des lattes du plancher, dans le poids du silence. Mais elle ne hantait plus les pièces. Elle les remplissait, comme de la lumière, comme un souffle. Le fauteuil du salon est resté intact, sa couverture toujours drapée sur le dossier. J'avais cessé de le chercher. Non pas par déni, mais par paix. Il n'y avait plus besoin de courir après son odeur, ou de rejouer le son de sa voix dans ma tête. Elle avait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle m'avait laissé plus que des souvenirs. Elle m'avait laissé une direction. J'ai traversé la maison ce jour-là avec moins d'hésitation. J'ai vidé le tiroir du couloir qui était devenu un fouillis de vieux chargeurs, de menus à emporter et de coupons périmés. J'ai rassemblé 2 boîtes de vêtements et je les ai mises près de la porte, prêtes à être données. J'ai passé l'aspirateur dans les coins de la chambre d'amis et j'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air frais remplacer l'immobilité. Ce n'était pas une réinvention, ce n'était pas une transformation, c'était quelque chose de plus simple, une récupération. J'ai déjeuné à table, pas devant la télévision. J'ai mâché lentement,
en prêtant attention à la texture de la nourriture que j'aurais autrefois ignorée. J'ai fait la vaisselle sans musique. Je l'ai essuyée avec la vieille serviette de Margaret et j'ai tout remis exactement à sa place. Cet après-midi-là, j'ai marché jusqu'au bout de la propriété et j'ai taillé les haies. Elles avaient trop poussé ces dernières semaines. J'ai pris mon temps, faisant des coupes soignées, trouvant le rythme dans le travail. L'air était vif mais pas froid. Mes mains bougeaient avec une stabilité que je n'avais pas sentie depuis des mois, peut-être des années. De l'autre côté de la rue, le garçon du voisin m'a fait un signe de la main. J'ai répondu de même. Rien de grandiose, juste une reconnaissance. Un oui silencieux au fait de faire à nouveau partie du monde. Au crépuscule, j'ai allumé une petite bougie sur la table à côté du fauteuil. Non pas comme un rituel, non pas comme une veillée, juste comme une lumière pour marquer la soirée. Je me suis assis en face, sirotant du thé, ne ressentant aucune envie de parler. Aucun besoin de remplir l'air de son. Alan n'a pas rappelé, ni ce jour-là, ni le suivant. Et cela aussi est devenu partie intégrante du nouveau silence. Un silence qui m'appartenait maintenant, non pas imposé, non pas pleuré, mais choisi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Je n'attendais pas qu'il change. J'ai laissé le passé reposer là où il était. Non pas pardonné, non pas oublié, juste déposé. J'ai moins pensé à ce que j'avais perdu et plus à ce que j'avais porté. Le poids d'être toujours celui qui tendait la main en premier, celui qui réparait, qui expliquait, qui excusait. Ce poids s'est élevé non pas d'un seul coup, mais progressivement, avec chaque page de ce testament, avec chaque matin silencieux qui a suivi. Le silence dans lequel je vivais maintenant n'était pas une absence. C'était une présence. C'était de la clarté. C'était le son de ne plus demander la permission de ressentir ce que je ressentais, de choisir ce que je choisissais, de vivre comme je l'avais mérité. La nuit, j'ai laissé la porte de la chambre légèrement ouverte. Je ne craignais plus l'obscurité. Je n'attendais plus que le téléphone sonne. J'ai dormi la fenêtre entr'ouverte, laissant le vent apporter ce qu'il voulait. Il n'y avait plus d'adieu à dire, pas de discours à préparer, seulement une maison remplie d'air qui bougeait à nouveau librement, seulement des pièces qui ne résonnaient plus, mais qui contenaient de l'espace, seulement moi. Et c'était suffisant, parce que parfois, ce qui commence en silence se termine en paix. Et la paix, j'avais appris, ne vient pas quand les gens reviennent. Elle vient quand on cesse d'attendre.